Monsieur Rouvillois, merci à vous de nous accueillir à votre domicile pour évoquer dans ce deuxième volet la Constitution de 1958. Cette constitution est mise un petit peu à toutes les sauces et effectivement quand on discute avec le public, le kidam dans la rue, on a l'impression qu'elle peut être changée en un simple claquement de doigts. Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne et c'est pour ça que Plaisant dans le cadre de ces vidéos de 20 minutes pour comprendre un thème a décidé de s'entretenir avec vous, spécialiste de ce droit constitutionnel. Ma première question porte justement sur la Constitution de 1958. En quoi cette Constitution, par rapport à celle qui l'a précédée, était originale et que recherchait exactement le général de Gaulle dans cette Constitution? Alors, merci d'abord de m'inviter à ces petites vidéos de 20 minutes. Alors, vous parlez d'un claquement de doigts. Et c'est un petit peu justement ce qui se passe lorsqu'elle est créée. C'est-à-dire que, au fond, le régime de la 4ème République, qui a été créé en 1946 à la Libération, fonctionne mal depuis le début, depuis une douzaine d'années, mais au fond, il aurait pu fonctionner encore longtemps comme ça, pourquoi pas, et beaucoup de gens pensent que, certes, il y a une crise de régime, personne ne le nie, mais au fond, la crise, elle est là depuis 12 ans, donc pourquoi pas continuer encore longtemps. Sauf qu'il y a des problèmes qui se posent en parallèle, des problèmes conjoncturels qui n'ont rien à voir avec la Constitution elle-même, notamment le problème de l'Algérie. Et c'est là-dessus, autour de ça, et autour de manifestations populaires très importantes qui ont lieu à l'époque à Alger, c'est le 13 mai 58, que le régime va entrer dans une phase de crise non plus chronique, mais aiguë en quelque sorte, et finalement, au bout de quelques jours, on peut dire que c'est la deuxième quinzaine du mois de mai 58, il va littéralement être renversé. Renversé, c'est-à-dire qu'on comprend que si on ne réagit pas très rapidement, autrement dit en l'occurrence, si on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un qui peut remettre les choses en ordre, en l'occurrence le général de Gaulle, on va vraiment dans le mur. C'est-à-dire potentiellement vers une guerre civile de type espagnol ou autre. Et évidemment, par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est assez intéressant, parce que voilà, jusqu'où effectivement la question qu'on se pose, à la radio, dans les médias, sur Internet, jusqu'où iront les troubles, jusqu'où iront les problèmes. En 58, on assiste à une sorte de révolution, ou de quasi-révolution, alors même qu'il n'y a pas des barricades dans la rue, il y a des grandes manifestations, mais qui sont beaucoup plus modestes au fond que les manifestations qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais voilà, on va choisir d'aller vers autre chose. Et donc, par rapport à au thématique du claquement de doigts, si vous voulez, on est un petit peu dans quelque chose qui n'est pas tout à fait étranger à ce qui se passe actuellement. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en 58 ? On va effectivement, conformément à ce que le général de Gaulle avait préconisé depuis des années déjà, notamment dans son fameux discours de Bayeux en juin 1946, on va établir un système qu'on a pu qualifier fréquemment et de manière très pertinente, me semble-t-il, de monarchie républicaine, autrement dit un système qui demeure une république, avec le principe démocratique qui reste le principe fondamental, mais avec, au fond, un nouvel équilibre des pouvoirs. Les pouvoirs ne sont plus entièrement entre les mains du Parlement, comme c'est le cas sous la 4e, mais désormais entre les mains, pour une bonne partie, de l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, et au-dessus de l'exécutif, du président. Alors ça ne figure pas vraiment dans la Constitution, c'est comme ça que De Gaulle va interpréter le texte à partir de 58-59, il va devenir président de la République, et il va interpréter la Constitution dans le sens d'une, entre guillemets, personnalisation ou monarchisation progressive du pouvoir, qui est de plus en plus évidente au fur et à mesure que les mois et que les années passent.
et qu'il va ensuite décrire, développer, notamment dans une conférence de presse qui est absolument inouïe, la conférence de presse du 31 janvier 64, que vous pouvez trouver sur Internet n'importe comment, et où on voit jusqu'où on a pu aller. C'est-à-dire que, au fond, le président de la République, tel que De Gaulle l'envisage, dans le cadre de la 5e, c'est quasiment Louis XIV. Hein, Louis XIV, pas Louis-Philippe, hein, ou pas... non, Louis XIV. Et de fait, depuis... l'interprétation gaullienne de la Constitution n'a jamais véritablement été remise en cause. Alors, vous vous rappelez sans doute du fameux président normal imaginé par François Hollande. L'idée que le président, c'est un gars qui, dans la journée, effectivement, fait fonction de président, et qui le soir rentre chez lui, retrouver sa bobonne, se brosser les dents, etc. etc. Mais en fait, ça marche pas, parce que, en fait, sous la Ve République, le président normal, c'est justement le président tel que De Gaulle l'a établi, c'est-à-dire quelqu'un qui est, qui a une dimension jupitérienne, comme dirait l'autre. Justement, qu'est-ce qui influe le plus sur cette crise de régime? Quel est le critère, à votre avis, qui est le plus fort sur la crise que l'on vit aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait de, par exemple, être passé du septennat au quinquennat, ou est-ce que tout simplement c'est lié au fait qu'on n'est pas suffisamment aujourd'hui d'hommes forts politiques? Puisque tout compte fait, de ce que je comprends, c'est que le général de Gaulle pouvait se permettre d'instaurer une constitution comme celle-là, puisqu'il avait l'aura, le charisme. Est-ce qu'aujourd'hui, si on reprend, mettons depuis Sarkozy, est-ce qu'on n'a pas justement perdu en qualité, tout simplement, dans la vie politique L'un des moyens d'instaurer justement durablement un président fort, puissant, c'est ce qu'explique De Gaulle, sait très bien que ses successeurs ne seront pas l'homme du 18 juin ou un personnage historique hors norme, comme lui. Donc ils n'auront pas sa légitimité historique personnelle. Et donc il faut une légitimité de substitution. C'est pour ça qu'il va imaginer, en 62, de faire élire le président au suffrage universel direct par l'ensemble des citoyens, de telle sorte que le président est le représentant véritablement et l'incarnation en quelque sorte du peuple, de la nation. Il y a le souverain, il y a le président, et au fond, le système politique tel qu'il a été mis en place par De Gaulle, c'est le dialogue entre les deux. Entre le souverain, le peuple, et le représentant de ce souverain, un président qui est objectivement quasiment tout puissant. Le problème, et je dirais que la crise véritablement, elle vient de là, plus que de l'affaiblissement des personnalités ou du quinquennat qui n'a fait que accentuer cette tendance. Le vrai problème, si vous voulez, il vient de ce que le dialogue a été rompu. Le dialogue a été rompu entre les deux pour diverses raisons, et finalement, il a été remplacé par un autre dialogue, on va dire, entre les élites, entre guillemets, les notables, et le président. Les notables qui sont notamment à l'œuvre, on a écrit un petit bouquin avec mon ami Christophe Boutin là-dessus, sur les parrainages. Il y a un caractère très très clair. Voilà. Les parrains, au fond, ce sont ceux avec qui les quelques dizaines de milliers de personnes avec lesquelles le président est en rapport, finalement. Beaucoup plus que le peuple lui-même. C'est lié au mode de scrutin, c'est-à-dire à l'absence de proportionnel, qui permettrait d'avoir effectivement une remontation qui représente vraiment le peuple français, et qui pourrait jouer son rôle. C'est lié à l'absence de référendum, alors que De Gaulle les multipliait, et c'est lié enfin à un vrai problème dont les présidents successifs ont eu généralement conscience, mais qu'ils ont refusé absolument de mettre en œuvre, c'est la question centrale de la responsabilité politique du président. C'est-à-dire que dans la vision gaulienne, s'il y a un dialogue, c'est parce que le président doit conserver en permanence la confiance du peuple. Et si le peuple lui retire sa confiance, par exemple à l'occasion d'un référendum, ou par exemple à l'occasion d'une élection législative contraire, eh bien le président doit partir. Donc là, par exemple, dans le cas présent,
il y a rupture du dialogue avec le peuple. Donc à présent, il y a rupture du dialogue avec le peuple, et il y a un refus très clair du président de renouer un tel dialogue ou d'être dans une perspective de ce type-là. Et donc voilà, c'est un blocage qui est complètement assumé par Macron, et ce que Macron a dit hier, si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose d'absolument extraordinaire, si vous voulez, expliquant qu'au fond, ce sont les institutions qui gouvernent, ce sont le fait qu'on est arrivé qu'à 278 votes contre, ça suffit pas, alors que lorsqu'on y réfléchit, 278 votes contre, c'est absolument gigantesque. En fait, avec ce système de la motion de censure, on a ce qu'on pourrait appeler l'obligation d'une majorité absolue réelle, c'est-à-dire qui est comptée non pas sur les votants, mais sur les inscrits. Et donc c'est des chiffres complètement faramineux, si vous voulez, hein. Parce qu'il est clair qu'il n'y a pas, la vraie majorité, c'est la majorité sur les votants. Et en l'occurrence il est bien clair que de ce point de vue-là, logiquement, la motion de censure aurait dû passer. Mais parce que justement en 58, on a établi cette espèce de verrouillage particulier, ça ne marche pas. Mais voilà, le vrai problème, je pense, la vraie crise, c'est ça. La vraie crise, c'est cette espèce de blocage, d'absence de dialogue entre ceux qui sont les deux partenaires, véritablement, du jeu politique, le président, avec l'exécutif derrière, et le peuple. Est-ce qu'on pourrait qualifier cette crise, aller jusqu'à dire que tout compte fait, ça matérialise, ça illustre notre crise actuelle de souveraineté? C'est-à-dire que la Constitution, ce sont des droits, des devoirs, c'est l'exercice d'un pouvoir par un homme politique, mais aujourd'hui on voit bien qu'au niveau de la France, la souveraineté, elle est balayée presque d'un revers de la main. On n'est pas, a priori, vous allez me le confirmer ou pas, mais on n'est pas dans le système allemand de Schlangenberg, l'accord de Karlsruhe qui, peut dire non, nous, notre droit est au-dessus du droit européen. On a l'impression que tout ça s'est dilué. Est-ce qu'on peut... ça s'y rattache effectivement d'une manière ou d'une autre, hein, notamment parce que, en fait, depuis longtemps, au moins depuis Mitterrand, si vous voulez, nos présidents successifs, le président, donc, continuons de jouer ce rôle de monarque républicain, nos présidents successifs sont devenus franchement pro-européens, européistes, et donc acceptant et même revendiquant une espèce de transfert de souveraineté du souverain normal, le peuple, aux instances de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne, le traité ça commence par le traité de Maastricht, ça se poursuit avec le traité, heureusement bloqué par le peuple français, le traité sur la Constitution européenne, donc de 2004, avec le référendum de 2005, qui le bloque. Et ça s'accomplit avec le fameux traité simplifié, hein, le traité de Lisbonne, qui n'est qu'une ressucée, effectivement, très largement, du traité refusé par les Français 2 ans plus tôt. Et donc là, on voit bien effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que, d'une part, on a le peuple, théoriquement souverain, à qui on va prendre de sa souveraineté pour la confier à l'Union européenne, et de l'autre côté, on a un président de la République qui est l'acteur principal de ce transfert, de ce jeu, qui n'écoute plus le peuple, il n'y a plus de dialogue, et qui refuse d'entendre que le peuple, lorsque le peuple lui dit non, moi j'ai pas envie qu'on me prenne ma souveraineté pour la confier à quelqu'un d'autre. Et le résultat de ça, c'est le fait que les principaux transferts soit ont été refusés par le peuple, ou acceptés au forceps et à peine, à Maastricht en 92 et le traité européen en 2005, soit n'ont pas été acceptés formellement par lui parce que on a profité d'une sorte de stratagème constitutionnel qui permet de demander au Congrès, c'est-à-dire à la réunion des 2 assemblées parlementaires, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui se prononcent à ce moment-là, la majorité des 3/5, de modifier la Constitution pour autoriser un tel transfert. Bref, si vous voulez, ce problème fondamental que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est la cause du problème, la rupture du dialogue
entre le monarque républicain et le peuple souverain, ou supposé souverain, explique pourquoi on peut effectivement procéder à ce transfert, alors même que le peuple soit ne l'accepte pas formellement, soit même carrément n'est pas d'accord. Très bien. Si on se recadre maintenant à l'actualité du moment, donc la motion de censure rejetée sur la réforme des retraites, est-ce qu'aujourd'hui la Constitution, parce qu'on est des légalistes, hein, on ne va pas aller dans la rue et puis tout casser parce que ça ne nous plaît pas, mais est-ce que la Constitution aujourd'hui nous donne une possibilité de pouvoir malgré tout continuer à s'opposer d'un point de vue légal à ce qui vient de se produire? Est-ce que par exemple la voie référendaire est une solution? La voie référendaire, c'est à la fois une solution et pas une solution. C'est une solution parce qu'elle permettrait, effectivement, de modifier la Constitution dans un sens plus protecteur des intérêts du peuple, plus protecteur de la souveraineté, plus protecteur de ce qui nous apparaît légitimement comme les intérêts vitaux de la France. Mais en même temps, le référendum n'est pas protecteur dans la mesure où, en réalité, il est bloqué, en fait. Il est bloqué puisque, dans le système actuel, il ne dépend pas de la volonté du peuple. C'est-à-dire qu'il ne peut être lancé, concrètement, que par ce qu'on appelle un référendum institutionnel, hein, d'initiative institutionnelle. C'est-à-dire que ce sont les institutions elles-mêmes, le président de la République, les chambres du Parlement, le Premier ministre, qui vont finalement orchestrer la mise en œuvre du mécanisme. Et comme ils savent très bien que le peuple n'est pas d'accord, que ça risquerait de se retourner contre eux, de manière vraisemblable, eh bien, il est bien évident qu'ils ne vont pas le faire. Alors, on pourrait dire qu'il y a quand même une solution, peut-être, c'est le fameux référendum d'initiative partagée, qui a été créé donc, à l'article 11, qui a été mis en place par la révision constitutionnelle de juillet 2008. Mais, en réalité, ce référendum-là, cette usine à gaz, comme expliquait à l'époque Marion Maréchal, qui était la benjamine de l'Assemblée nationale et qui avait dit son impression peu favorable sur ce mécanisme du référendum d'initiative partagée, ce mécanisme est tellement compliqué, tellement exigeant que, en réalité, il y a très peu de chances qu'il puisse aller jusqu'au bout. Notamment parce qu'il faut réunir, en particulier, non seulement un cinquième du Parlement, ça c'est jouable, mais surtout, et c'est joué d'ailleurs, mais surtout un dixième des inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire 4,5 millions de Français, et ça c'est quand même vraiment pas évident, alors que par ailleurs, même si on réunit ces 4,5 millions, on sait très bien qu'il y a encore au moins une étape pour arriver jusqu'au référendum. Une étape, puisque une fois que les 4,5 millions se sont prononcés et validés par le Conseil constitutionnel, il n'y aura de référendum que si les deux assemblées ne se prononcent pas sur le texte. Oui, donc au fond, même après avoir réussi ce prodige herculéen de réunir 4,5 millions de soutien parmi les Français, je vous rappelle avec quelle difficulté on avait atteint 1 million pour l'histoire du référendum sur l'aéroport de Paris. Même après avoir réussi ce prodige, eh bien, il faut encore passer finalement la barrière des assemblées qui peuvent, en se saisissant du texte, éviter qu'il y ait un référendum. Bref, tout ça pour vous dire que dans la Constitution telle qu'elle fonctionne actuellement, effectivement, il n'y a pas de solution. Et donc, on peut être légaliste, mais effectivement, malheureusement, c'est pas en restant strictement légaliste qu'on pourra changer les choses et qu'on pourra espérer aller vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus protecteur pour les Français et pour la France. D'accord. En conclusion, alors, si je comprends bien, donc rupture du dialogue avec le peuple, défiance vis-à-vis des élites aujourd'hui du peuple. On le voit à chaque élection, le taux d'abstention est de plus en plus fort.
quelles pistes possibles pourrait-on envisager pour justement redonner un petit peu du goût à cette vie politique? Comment pourrions-nous changer cette constitution, le mode électoral? Est-ce qu'il faut passer à une proportionnelle intégrale? Est-ce qu'il faut que ce soit plus représentatif du peuple ou moins? Est-ce qu'il y a des pistes auxquelles vous avez déjà réfléchi? Oui, enfin, je fais que ça depuis longtemps. D'abord parce que c'est mon travail, et en plus parce que c'est ce à quoi je m'intéresse depuis que je suis adolescent. Donc effectivement, oui, il y a des pistes. Il y a des pistes un peu plus radicales, hein, passer à une monarchie. Et il y a des pistes moins radicales, c'est-à-dire dans le cadre de du système démocratique et républicain tel que nous l'avons aujourd'hui. Revivifier un certain nombre d'éléments qui rendent la parole au peuple, qui lui permettent de respirer, qui permettent de s'exprimer. Et parmi ces pistes, il y a, en particulier, par exemple, effectivement, à mon sens, l'instauration d'une proportionnelle intégrale, qui est malgré tout, et quels qu'aient pu être les résultats des dernières élections législatives, la seule solution pour permettre véritablement à tous les courants du peuple de s'exprimer, d'avoir des représentants et de pouvoir être entendus au sommet de l'État. Une proportionnelle intégrale qui, étant donné les mécanismes de la Ve République, on vient de voir à l'œuvre le 49.3, le 44, etc., ne pose pas un problème majeur. C'est-à-dire n'empêche pas, ne bloque pas le fonctionnement de l'État. En fait, sous la Ve République, un président n'est pas obligé d'avoir une majorité absolue derrière lui. Le seul chose nécessaire, c'est qu'il n'y ait pas une majorité absolue et unie contre lui. Voilà. Mais tant que c'est pas le cas, eh bien, le système peut fonctionner. Donc, première solution éventuelle, la proportionnelle, et si possible, donc la proportionnelle intégrale, et pas seulement une simple dose de proportionnelle. Ça, c'est un concept inventé par Mitterrand pour essayer de noyer le poisson dans l'eau, comme à son habitude. Et l'autre solution, c'est une autre solution, c'est ouvrir beaucoup plus largement le référendum, y compris en allant vers un certain nombre de solutions préconisées, notamment, mais pas seulement, par LFI, comme par exemple le référendum révocatoire, qui permettrait, sous certaines conditions, aux électeurs de révoquer les personnes qu'ils ont élues en cours de mandat. Potentiellement, tous les élus pourraient être susceptibles de ce type de référendum révocatoire. Alors que les auditeurs se rassurent, c'est un système qui a fait ses preuves dans de nombreux pays et qui notamment fonctionne très bien dans ce qui n'est certes qu'un État fédéré, mais qui est, du point de vue de la puissance, de la richesse, de la population comparable à la France, c'est la Californie. En Californie, c'est un système qui marche et qui montre que lorsqu'il est encadré de manière pertinente, il n'établit pas une sorte de révolution permanente, mais il permet en tout cas au peuple de se prononcer fréquemment sur ce que font ses élus. Et ça, évidemment, ça change tout. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie pour cette intervention.